Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Le projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin sera transmise à l'Assemblée nationale. Une décision prise en Conseil des ministres de ce mercredi. Vous suivrez l'assistance dans ce journal. À suivre, l'Agence territoriale de développement agricole célèbre l'ananas. C'est à travers la première édition des Journées de l'ananas du Bénin ouvertes hier. Depuis l'ancien président français Nicolas Sarkozy, reconnu coupable de financement illégal de sa campagne de 2012, le tribunal correctionnel de Paris a rendu ce matin son verdict dans l'affaire Big Malion. Bienvenue à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises et des nominations prononcées. On retient entre autres la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin et la dissolution du Conseil national des chargeurs du Bénin. Voici un extrait du point de presse avec le secrétaire général, adjoint et porte-parole du gouvernement. 1. L'adoption du décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2021. Le projet de collectif budgétaire fait ressortir que les ressources et les charges pour la gestion 2021, constituées des recettes et des dépenses du budget de l'État, ainsi que des ressources et des charges de trésorerie s'établissent à 2 985,046 milliards de francs CFA contre 2 452,192 milliards de francs CFA initialement prévus. Elles sont donc en hausse de 532,854 milliards de francs CFA, représentant une progression de 21,7%. L'adoption du décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de finances pour la gestion 2022. Le projet de budget pour l'année prochaine s'équilibre en ressources et en charges à 2 541,203 milliards de francs CFA. Il intègre les principaux repères économiques et sociaux adoptés par le gouvernement et débattus au Parlement le 29 juin 2021. La transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant Code de l'administration territoriale. En dépit des efforts consentis par les gouvernements successifs, ainsi que les autorités locales, le bilan des 2 décennies de mise en œuvre de la décentralisation, fait par des experts mandatés, révèle que les résultats escomptés tardent à être atteints, s'agissant notamment de la promotion du développement équilibré du territoire et la satisfaction des besoins réels des populations. C'est pour inverser cette tendance qu'il est apparu indispensable d'instaurer une nouvelle culture de la gestion et du pilotage des actions locales de développement. La transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin. Ce projet de loi vise à renforcer l'arsenal juridique destiné à promouvoir et protéger la femme contre les violences basées sur le genre. Il se justifie par la persistance, voire la prolifération de situations de violence physique et morale intolérables. Dissolution du Conseil national des chargeurs du Bénin, CNCB, et la nomination de son liquidateur. Au cours de sa séance du 22 septembre 2021, le Conseil des ministres a marqué son accord pour l'opérationnalisation du système d'information portuaire, véritable plateforme technologique de traitement optimal des demandes et de fourniture des différents services portuaires. Au plan social, les agents employés par le CNCB dans le cadre de la gestion des activités transférées au port autonome de Cotonou y seront reversés. Quant au reste, sur la base des critères de qualification et de compétences, ils intégreront d'autres structures du ministère.
Après le compte rendu du Conseil, Wilfried Léandre Mbédi s'est prêté à l'exercice de questions-réponses avec les journalistes à la question de savoir si les réformes dans le domaine de la décentralisation ne vont pas conduire à la définition d'un nouveau profil type des maires. Voici la réponse du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Par principe, celui qui est électeur est éligible. Et donc, définir un profil type pourrait revenir à exclure certaines personnes de la possibilité de participer à la compétition politique. Et c'est précisément parce qu'il a le souci de faire en sorte que les communes du Bénin ne soient pas otages de la malgouvernance ou n'aient pas toujours à leur tête des dirigeants qui n'aient pas d'autre ambition que celle de devenir maire de commune, que le gouvernement a décidé, et cette fois-ci, parce qu'il ne s'agit pas de politique, d'élaborer un profil type pour les futurs secrétaires exécutifs. De ce point de vue-là, votre préoccupation peut s'entendre. C'est une fonction technique, mais vraiment opérationnelle, pour laquelle il est utile, il est indispensable d'avoir un profil type. N'importe qui ne peut pas être secrétaire exécutif. Si n'importe qui peut devenir maire, à la discrétion des partis politiques, n'importe qui peut être candidat pour devenir élu communal, élu municipal et plus tard maire de commune. Encore que, aujourd'hui, au regard de la dynamique impulsée à l'action politique, l'action publique dans notre pays, il y a fort à parier que les partis politiques eux-mêmes seront de plus en plus regardants sur le profil des personnes qu'ils envoient briguer des fonctions politiques. Mais dans l'immédiat, la réponse la plus pertinente était celle qui consiste à définir le profil type des futurs gestionnaires du budget de nos communes, ceux qui sont en charge de l'action opérationnelle de développement dans les communes. Et donc, c'est une solution à votre préoccupation. Le diagnostic a bien été fait à la base. C'est pour ça que nous avons adressé spécifiquement cette catégorie d'emploi. À l'occasion de la séance d'échange entre le gouvernement et les maires dans leur ensemble, avec leurs adjoints, les préfets de département, il ne vous aura pas échappé que la préoccupation fondamentale qui semblait inquiéter les élus communaux, c'était la possibilité d'avoir à gérer leur budget, comme ils l'ont dit eux-mêmes. Et le chef de l'État, dans une répartie qui fera date, a dit « Cette réaction-là, je l'apprécie parce que elle me convainc davantage que nous avons su mettre le doigt là où il fallait. » À la vérité, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, promouvoir la bonne gouvernance à la base, mais aussi donner un nouvel élan à l'action de développement dans les communes, de développement équilibré du pays, nécessite que ce diagnostic-là appelle des actions fortes. Et au nombre de ces actions, la définition, l'institution d'un poste de secrétaire exécutif qui sera dédié aux tâches techniques et opérationnelles dans la commune, pendant que le maire et le conseil communal administrent la commune globalement au plan politique, donnent des orientations, donnent des directives, et le secrétaire exécutif, lui, il met en œuvre son budget pour le bien des populations. L'Agence territoriale de développement agricole ATDA Polset, avec l'appui de ses partenaires, a organisé hier la première édition des Journées de l'ananas du Bénin, une activité qui vise la promotion et la valorisation de la filière ananas. Samson Oké pour le compte rendu. L'ananas, filière locomotive de l'Agence territoriale de développement agricole Polset, est célébrée. C'est à travers des journées portes ouvertes consacrées à l'exposition des différentes variétés de l'ananas. Objectif, ouvrir de nouveaux débouchés aux fournisseurs des biens et services de la filière ananas. Je forme le vœu de nous voir parvenir au thème des 3 jours de des présentes assises à des résultats et résolutions qui nous édifient sur les leviers à actionner pour obtenir définitivement la pleine réalisation des performances de la filière ananas en matière de création d'emplois et de richesses pour le bonheur des acteurs de la filière et pour la population béninoise.
Malgré son potentiel économique et ses qualités reconnues au plan mondial, l'ananas du Bénin peine à décoller dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation. C'est pourquoi le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à travers son représentant, a exhorté les différents acteurs de la filière à œuvrer pour porter haut le flambeau de l'ananas. C'est donc l'occasion pour vous, chers acteurs de la filière ananas, de tisser des liens d'affaires et des relations professionnelles selon vos centres d'intérêt, de découvrir les atouts, opportunités et offres de biens et services de la filière et de vous informer sur les défis de développement de celle-ci. Chers invités, faites donc un bon usage de votre temps lors de ces 3 jours de rencontre. Participez activement aux différents panels prévus pour cette occasion afin de partager vos savoirs pour assurer la continuité de ce processus et permettre que nous nous donnions la main pour porter ensemble les objectifs pour le progrès de la filière ananas au Bénin. Panel de discussion sur différentes thématiques, exposition des produits de l'ananas sont entre autres les activités qui vont meubler ces 3 jours consacrés à la filière ananas. L'actualité hors du Bénin à présent, le Rwanda élargit sa zone d'influence au Mozambique fin juillet. Kigali a envoyé 1 millier de soldats et de policiers pour aider Maputo à reprendre des villes conquises par les djihadistes. 3 mois plus tard, les forces rwandaises et mozambicaines assurent avoir réussi à sécuriser une bonne partie du nord-est du pays. Des soldats rwandais patrouillent dans un village de la province du Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique. Il y a encore quelques semaines, la zone était sous le contrôle des djihadistes d'Ansar al-Sunna, affiliés à Daesh, appelés aussi les Shebabs. Seule trace encore visible de leur présence, des camions abandonnés et tagués. C'est pour cela que nous sommes ici, et nous avons déjà reçu des signes qu'ils peuvent et seront vaincus. En juillet, Kigali décide d'envoyer 1 millier de policiers militaires rwandais pour prêter main forte à l'armée mozambicaine, confrontée à des attaques de djihadistes depuis fin 2017, dans cette région frontalière avec la Tanzanie riche en gaz naturel. En 4 ans de conflit, près de 3000 Mozambicains ont été tués et plus de 800 000 ont été déplacés. Nous avons marché et dormi pendant 4 jours dans la forêt, sans nourriture, sans eau, sans rien. J'ai atteint un point où je ne pouvais plus parler ni respirer. J'étais si fatiguée. Je ne pouvais pas porter mon bébé, il n'y avait pas d'eau et je devais boire l'urine de mon ami. Des attaques qui se sont multipliées ces derniers mois, symbolisées par la prise par les insurgés de la ville stratégique de Mokimboa d'Apraya. Le 8 août dernier, l'armée rwandaise annonce avoir repris cette dernière aux côtés des forces mozambicaines. En visite il y a quelques jours dans la région, le président rwandais Paul Kagame réaffirme la collaboration entre les 2 pays. La prochaine mission consiste à sécuriser les zones libérées pour permettre la reconstruction et le retour des habitants. Nos collègues mozambicains nous guideront dans cette tâche. Ils nous montreront comment et où nous pouvons maintenir notre présence et installer nos garnisons dans ces zones. Les forces rwandaises ne sont pas les seules sur le sol mozambicain pour aider à mettre fin aux attaques djihadistes. Le Botswana a envoyé un contingent de 300 soldats, tandis que l'Afrique du Sud, de son côté, a déployé 1500 militaires.
L'ancien président français Nicolas Sarkozy est reconnu coupable de financement illégal de sa campagne de 2012. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu ce matin son verdict dans l'affaire Big Malion. Absent à l'audience, il a été jugé coupable pour des dépenses excessives. La peine n'a pas encore été prononcée, mais le parquet avait requis en juillet 1 an de prison, dont 6 mois fermes. Outre Nicolas Sarkozy, 13 personnes ont été déclarées coupables de complicité illégale pour cette même affaire. Au Liban, des centaines de manifestants en colère ont défilé dans la capitale contre la suspension de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth en 2020. Ils dénoncent les pressions politiques exercées sur l'enquête. La France estime que la justice libanaise doit travailler en toute transparence alors que le juge en charge de l'affaire est visé par la plainte d'un ministre mis en cause. Les larmes et la rage d'un peuple toujours sans réponse. Ce mercredi, devant le palais de justice de Beyrouth, des centaines de Libanais laissent éclater leur colère. Certains, proches des victimes, brandissent les visages des 218 habitants tués dans l'explosion qui a rasé le port de la capitale. J'ai perdu ma petite fille dans l'explosion. Ils l'ont tuée dans sa propre maison. Elle a été tuée dans la sécurité de sa maison par les mêmes criminels qui essaient maintenant de suspendre l'enquête. Ce lundi, le juge chargé d'enquêter sur les responsabilités du drame a été dessaisi provisoirement. Sous pression, Tarek Bitar est visé par 2 plaintes d'anciens membres du gouvernement qu'il soupçonnait d'être impliqués. L'un d'eux était même ministre de l'Intérieur au moment de l'explosion. Le juge Bitar aurait aussi reçu des menaces de mort de responsables politiques, notamment du Hezbollah. En 1 an, il est le 2e magistrat écarté pour avoir chatouillé d'un peu trop près les responsables politiques. C'est la première fois au Liban qu'il y a un juge qui est du côté du peuple. Laissez-nous enfin être en paix après avoir enterré nos enfants en sachant qui ou quoi les a tués. Depuis plus de 35 ans, le Liban a été kidnappé, pillé, volé. Ils l'ont détruit, ils ont fait exploser le port, ils ont fait exploser la capitale Beyrouth, ils ont volé notre argent, ils ont pillé le pays. Nous avons trouvé un juge juste qui essaye de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé lors de l'explosion de Beyrouth. Mais qu'essaient-ils de faire? Ils essaient de lui lier les mains. C'est désormais à la cour d'appel de Beyrouth de statuer sur la révocation ou le maintien du juge dans ce dossier. Le Premier ministre Najib Mikati a déclaré que le Liban ne pouvait faire face au dessaisissement d'un autre juge, tout en accusant Tarek Bitar de violer la Constitution. La suspension de l'enquête a aussi déclenché la colère des ONG locales et internationales. Le Conseil de sécurité de l'ONU a lui souligné la nécessité d'une enquête rapide et indépendante, position soutenue par la diplomatie française. La France regrette la suspension de l'enquête visant à établir la vérité et les responsabilités relatives à l'explosion dans le port de Beyrouth le 4 août 2020. Les Libanaises et les Libanais ont le droit de savoir. La justice libanaise doit travailler en toute transparence, à l'abri de toute interférence politique. Malgré les appels de la communauté internationale, le pouvoir libanais refuse toujours une enquête internationale et indépendante. Aucun responsable n'a pour l'instant été traduit en justice, 13 mois après la catastrophe qui a fait 218 morts et près de 6500 blessés. Et puis la présidence de Joe Biden est menacée par les divisions de son parti au Congrès si le budget fédéral n'est pas voté avant minuit ce soir. Les États-Unis risquent une nouvelle paralysie. Ces coupures de fonds publics sont assez fréquentes ces dernières années, sauf que l'augmentation de la dette est gigantesque. Le plan de relance voulu par le président américain pourrait lui coûter son mandat. Plus de précisions avec nos confrères de RT France. C'est une semaine présentée comme la plus importante du mandat de Joe Biden. Avant ce jeudi soir, le budget du gouvernement doit être voté par le Congrès. Sinon, il y a un risque de shutdown, c'est-à-dire une paralysie d'une partie des services administratifs américains. Alors si les républicains ont rejeté le vote du budget, c'est parce qu'il a été couplé à une demande pour rehausser le plafond de la dette américaine. Une manœuvre assez habituelle puisqu'elle a été effectuée à 80 reprises depuis les années 60. Mais cette fois, donc, les républicains s'y opposent. Ils disent ne pas vouloir donner carte blanche à la politique souhaitée par Joe Biden. Écoutez. There is no chance
Il n'y a aucune chance que la conférence républicaine fasse tout son possible pour aider les démocrates à préserver leur temps et leur énergie afin qu'ils puissent recommencer à faire adopter le socialisme partisan aussi vite que possible. Les démocrates vont donc devoir trouver des arrangements pour au moins un minima faire voter ce budget d'ici jeudi soir. Mais les démocrates sont aussi consacrés sur un autre dossier très important. Il s'agit de plans d'investissement promis par Joe Biden lors de la dernière campagne présidentielle. Il y a deux volets. D'abord, un plan de 1 000 milliards de dollars d'investissement pour les infrastructures sur l'ensemble du territoire américain. Et puis un autre volet de 3 500 milliards de dollars, cette fois pour un certain nombre de réformes sociales autour de la couverture santé, de l'éducation ou encore des lois pour combattre le changement climatique. Alors au sein du Parti démocrate, il y a un blocage de la part de deux parlementaires qu'on qualifiera plutôt de centristes au sein du Parti démocrate. Eux veulent se concentrer uniquement sur le volet infrastructure, un volet plus consensuel, et ils veulent reporter à plus tard le vote sur ces réformes sociales. Sauf que de l'autre côté du Parti démocrate, sur l'aile gauche du parti, on estime qu'il faut voter simultanément les deux plans ou alors ils ne voteront pas. Écoutez par exemple Bernie Sanders. Aucun projet de loi sur l'infrastructure ne devrait être adopté sans un projet de loi de réconciliation de 3 500 milliards de dollars. C'est l'accord qui a été conclu et c'est l'accord qui doit être respecté. L'infrastructure physique est importante, mais les besoins des familles de travailleurs et la lutte contre le changement climatique sont plus importants. Les progressistes à la Chambre et au Sénat sont prêts à mettre en œuvre l'ensemble du programme du président Biden, intitulé Build Back Better. Cela signifie qu'il faut investir non seulement dans les routes et les ponts, mais aussi dans les personnes et les communautés. C'est pour toutes ces raisons qu'il y a énormément de tractations politiques, de négociations en coulisses, donc notamment au sein du Parti démocrate. Joe Biden sait que le moment est très important parce que l'année prochaine, il y aura les élections de mi-mandat et le président des États-Unis pourrait potentiellement perdre la majorité démocrate au Congrès. C'est la raison pour laquelle il veut absolument appliquer les mesures qu'il a promises pendant la campagne présidentielle dès maintenant. Et là, d'ailleurs, la preuve de l'importance accordée à ces sujets par le locataire de la Maison-Blanche, c'est qu'il a annulé un déplacement initialement prévu ce mercredi à Chicago pour parler de la vaccination. À la place, il est donc resté à la Maison-Blanche afin de s'occuper pleinement de ce processus législatif. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce point de l'actualité. Merci pour l'attention. À demain.